Voilà une puissance impressionnante. Sommes-nous naïfs face à Huawei? Le géant chinois représente-t-il une menace pour nos intérêts? Qui de l'Amérique ou de la Chine est la mieux armée dans cette bataille? Et les Européens, comment se situent-ils dans cette révolution technologique qui est un enjeu de souveraineté? Voilà quelques-unes des questions avec lesquelles nous laisse ce film Qui a peur de Huawei de Romain Besnénou. Et pour approfondir à présent, j'accueille sur ce plateau Christian Cambon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Bonjour à vous Jean-Marie Le Guen, ancien ministre et membre aujourd'hui du conseil d'administration de Huawei France. Nous sommes également avec Julien Nossetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et spécialiste des questions numériques internationales. Et bonjour à vous Alain Wang. Bonjour. Vous êtes sinologue, enseignant à Centrale Supélec. Alors il y a beaucoup de questions qui sont posées dans ce film, beaucoup d'aspects, on va les passer en revue. Je voudrais d'abord sur la tonalité générale, Christian Cambon, savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qu'on vient de voir est équilibré ? Il y a un parti pris, effectivement, vis-à-vis de Huawei, qui explique du reste le contexte général que l'on connaît, à savoir, au départ, ça a pu être un peu de curiosité pour ceux qui ne savaient pas, puis maintenant, c'est un sentiment de méfiance d'une manière générale, et qui vise à pointer du doigt une entreprise excessivement performante, mais qui peut poser des enjeux de souveraineté économique et même de souveraineté nationale et de sécurité. Un film orienté, selon vous, Jean-Marie Le Guen ? Oui, il a une inspiration pour l'essentiel, pas totalement d'ailleurs, il y a des moments où c'est un peu plus équilibré, mais sinon il y a une inspiration évidemment qui est celle de la campagne que mènent les États-Unis vis-à-vis de Huawei, dans un contexte plus général que l'on connaît sur les relations Chine-États-Unis, et sur un contexte qui n'est pas suffisamment marqué dans le film, c'est les intérêts de l'Europe. C'est-à-dire que quelque part, parler des intérêts de l'Europe. On nous demande de nous aligner, et peut-être qu'on peut éventuellement exister. Entreprise excessivement performante, disait Christian Cambon. Alain Wang, la puissance de Huawei aujourd'hui, on ne l'exagère pas, hein, elle est réelle. Elle est réelle parce que Huawei est supporté par le gouvernement chinois depuis le début. Donc évidemment, là, on est un peu dans une querelle, on dira, un peu idéologique quand même, entre le système chinois tel qu'on le voit apparaître depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, et puis véritablement les démocraties occidentales. Donc on est un petit peu dans un heurt, on va dire, aussi idéologique derrière. Alors, Julien Nossetti, je voudrais qu'on parle de l'avance technologique. On disait entreprise très performante. Le film nous dit que Huawei a beaucoup d'avance, notamment sur la 5G. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors ça, c'est une question difficile en réalité, parce qu'il y a aussi tout un effet de halo autour de cette entreprise tentaculaire, comme l'a rappelé M. Wang, qui a d'un côté un savoir-faire technologique de pointe en matière de réseau de 5G, donc de dernière génération, et aussi un leadership mondial en matière de smartphones. Et pour rappel, malgré les sanctions américaines, Huawei était le premier vendeur de smartphones dans le monde à l'été 2020. Donc il faut bien avoir à l'esprit peut-être ces deux dimensions, et sur tout simplement l'avance technologique en matière de 5G, c'est une réalité. C'est peut-être l'acteur qui a su saisir avant d'autres acteurs, en particulier américains, après la 4G, l'enjeu que pouvait représenter la 5G, qui n'était pas seulement un enjeu commercial, mais aussi profondément géopolitique. Jean-Marie Le Guen. Oui, je crois que c'est dommage de présenter la vie économique et la vie scientifique et la vie technologique à travers un choc idéologique. Je pense qu'il ne s'agit pas de choisir entre une idéologie et une autre, si tant est d'ailleurs qu'il faille que nous nous reconnaissions soit dans l'idéologie américaine, soit dans l'idéologie chinoise. Donc, pour moi, je crois qu'il y a eu un fait qui est absolument contesté en réalité par personne, et certainement pas par les Américains, vu la manière dont ils s'y prennent, c'est la supériorité technologique. Huawei est le leader technologique en matière de télécommunications. Pas seulement de 5G, Principalement dans la 5G, mais pas simplement, parce qu'il est présent sur tous les secteurs. Bon, alors, on parle là des télécommunications, mais il faudrait parler du monde du numérique, parce que, à contrario, évidemment, ce qui domine le monde du numérique, ce sont les GAFA. Là où se font effectivement la création massive de richesses, l'accumulation massive de richesses, d'informations et quelque part de perte de souveraineté, c'est effectivement du côté des GAFA. Ça, c'est sûr et certain.
Huawei, c'est une technologie de télécommunication qui est sans doute la meilleure aujourd'hui au monde, qui est reconnue comme telle par tous les opérateurs français. Si vous demandez à Stéphane Richard, le patron d'Orange, eh bien, il vous dira que de loin, la technologie de Huawei est sans doute au moins 2 ans, peut-être plus, d'avance sur ses concurrents. Il y a beaucoup d'aspects déjà qu'on a passé en revue. Je voudrais qu'on s'attarde sur ce qui a été évoqué, les liens avec le gouvernement chinois. Le film ne conclut pas vraiment. Qu'en est-il exactement, Christian Cambon? On parle notamment du passé militaire du fondateur de Huawei dans ce film. Est-ce que c'est une raison suffisante pour s'interroger ou est-ce que c'est un fantasme? Le passé militaire du fondateur de Huawei, c'est un fait. Ceci étant, le fait de passer par les forces armées n'est pas fatalement une injure, et le président de la commission de la défense ne peut pas aller dans ce sens d'une manière générale, vous le comprendrez. Non, ce qui est vrai, et je pense qu'il vaut mieux prendre le sujet tel qu'il existe véritablement, c'est que Huawei, comme cela vient d'être dit, est une entreprise qui est soutenue et sans doute au-delà par le gouvernement chinois. Après, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout est dans le « et sans doute au-delà ». Oui, c'est sans doute au-delà parce que on a malgré tout, il y a eu une enquête qui a été faite ici, il y a un rapport du Sénat qui a été conduit notamment par Gérard Longuet et quelques autres, et qui démontre par exemple que il y a des cellules du Parti communiste chinois qui sont dans un certain nombre de représentations de Huawei. Ça pose des questions. Les questions méritent d'être posées. Bon, on sait que globalement, une entreprise chinoise de cette importance a un lien de dépendance très fort, et j'allais dire une relation d'autorité du gouvernement sur ce genre d'entreprise qui pose question, quelles que soient les dénégations des dirigeants de Huawei. On les écoute, on les entend, on a besoin de démonstrations sur le sujet. Alors Alain Wang, jusqu'où va cette imbrication entre le Huawei et les intérêts chinois? Alors, bon, vous parliez de Zheng Zhengfei, qui est l'ancien président, l'ancien fondateur de Huawei. Bon, il est membre du Parti communiste, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à peu près 7,5%, on va dire, du personnel de Huawei en Chine appartient aussi au Parti communiste chinois. Et il y a aussi une question, je dirais, quelque part, qui est pas très transparent, mais ce n'est pas la seule société en Chine qui est dans ce cas-là. Je dirais, il y en a énormément. C'est de savoir un peu qui est vraiment derrière Huawei. Parce qu'on parle beaucoup de syndicats, de comités de syndicats, mais on sait que les syndicats en Chine ne sont pas libres et que les syndicats dépendent du Parti communiste chinois. Donc on tourne un peu en boucle pour savoir si véritablement tout ça est transparent. Donc Huawei, c'est la Chine? Huawei, à mon avis, comme beaucoup d'entreprises, on va dire, privées en Chine, elles ne sont pas indépendante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le parti, alors surtout depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, il a obligé l'ensemble des entreprises, même privées, à reconstruire, à partir du moment où elles sont plus de 40 personnes, de remettre en place une cellule du parti dans la société. Donc Huawei a toujours eu des cellules du parti à l'intérieur. Sur ce point-là, vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Marie Le Guen, sur les liens entre la Chine... Il y a combien de membres du Parti communiste chinois en Chine? Je veux dire que tout ça est, à mon avis, un peu unilatéral. La loi à laquelle fait référence M. Wang est une loi qui s'applique aussi à LVMH en Chine, je veux dire, ou à Michelin ou à Pernod Ricard. Je veux dire que dans toutes les entreprises de plus de 40 personnes, fussent-elles occidentales, il y a effectivement, théoriquement, une section du Parti communiste, ce qui n'est pas sans poser de problème, je le conçois tout à fait, du point de vue de la démocratie ou de la vie politique en Chine. Mais en tout état de cause, ça ne dit pas tout de la nature de l'entreprise Huawei. Quant à l'indépendance des grandes sociétés multinationales vis-à-vis de leur base nationale, je ne voudrais pas ici qu'on laisse croire que des grandes multinationales françaises n'ont pas un rapport avec l'État français. Je ne voudrais pas laisser croire non plus que de grandes entreprises américaines n'aient pas un rapport assez direct, beaucoup plus direct qu'en France. Dès qu'on est dans des secteurs stratégiques, mais même ailleurs. Alors, l'une des choses qui nous intéresse, c'est la question de savoir, dans ce débat, c'est justement, compte tenu de cette interdépendance et de la nature des technologies qui sont en jeu, je pense notamment à la 5G, il y a la question de savoir dans quelle mesure on se met en risque. Je voudrais qu'on regarde un très court extrait du film en risque face à des technologies qui peuvent, encore une fois, nous mettre en situation de grande dépendance. Regardez. D'ici 2025, il pourrait y avoir 50 à 100 milliards d'objets connectés dans le monde. Autant d'appareils qui fonctionneront grâce à la 5G. Autant d'objets susceptibles d'être attaqués. La Chine pourrait envoyer un ordre disant « Coupez tous les téléphones »
ou interrompez les conversations téléphoniques, ou bien ralentissez tout le réseau. Julien Ossetti, c'est du fantasme ? Alors, c'est vrai que les deux risques principaux qui ont été associés à Huawei dès le départ des tensions sino-américaines, en fait, donc le risque d'espionnage et le risque de sabotage, ont été énoncés puis martelés de façon répétée par les Américains, au fond, par la Maison-Blanche. C'est crédible ou pas, ce scénario ? Alors aujourd'hui, on se rend compte que le risque de sabotage est peut-être moins prééminent que celui d'espionnage, au fond, des données qui transiteront par tous ces réseaux de 5G interdépendants et interconnectés entre eux. Et ce que va permettre la 5G, on l'a très bien vu dans le reportage, donc ça va être la multiplication d'objets connectés qui vont interagir entre eux. Là, les vulnérabilités sont associées directement dans le discours par la nature du régime chinois. Donc on revient encore une fois à cet enjeu, à cette question du régime politique. On sent bien, Alain Wang, qu'il y a un risque effectivement un petit peu à confier les clés à Huawei, un petit peu comme si on confiait les clés du domicile. Il y a eu quelques cas, par exemple, en Afrique, sur le siège de l'OUA, où véritablement la Chine ne s'est pas privée de prendre toutes les données, de les envoyer en Chine, de les analyser, etc. Donc on a quand même quelques cas précis où véritablement le gouvernement Vous avez entendu chinois, parler de la NSA et de l'Europe ? Oui, bien sûr. Jean-Marie Le Guen. D'accord. Donc si vous voulez, franchement, là, on est... Mais ça, je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un procès d'intention permanent. Je ne dis pas on va vous laisser parler, Alain Wang, mais peut-être effectivement, Jean-Marie Le Guen, sur ce sujet-là, la NSA, ce sont les Américains. Effectivement, il faut rappeler qu'en 2013, on a découvert qu'ils avaient notamment espionné Angela Merkel. La logorée du complotisme américain, moi, je voudrais qu'on aille directement sur l'idée juste qu'un pays, quel qu'il soit, a le droit de se donner de la régulation et de la souveraineté. Et donc, quelles sont les conditions de cette souveraineté ? Parce que pour le reste, le procès permanent avec des argumentaires qui sont partials m'intéresse assez peu. Donc, ce qui serait intéressant, je pense que, par exemple, l'idée, quand on dit que la 5G, on peut écouter, ça sert à écouter. Bon, alors, du fait, encore une fois, les écoutes, on sait comment elles sont faites. Mais je veux dire par la NSA. Mais indépendamment de ça, parce que je ne veux pas renvoyer les uns dos à dos, moi je suis français, je souhaite que personne n'écoute ce qui se passe en France. La 5G, la particularité de la 5G, c'est que ce sont des réseaux décentralisés. Et donc l'information, elle circule à un niveau de décentralisation. Il n'y a pas une recentralisation. Donc je ne crois pas beaucoup à cette théorie, je ne la vois pas très bien être démontrée sur la problématique de l'espionnage. Ce qui est, contrairement à ce qui a été dit, je crois un problème qui se pose à tout le monde et à tous ces systèmes 5G, c'est que une partie de cette affaire, qu'est-ce que c'est un système 5G ? C'est quelque chose de physique et c'est un logiciel. Ce logiciel, comme votre téléphone portable, est renouvelé assez régulièrement. Et donc, il peut y avoir ce que les techniciens appellent un backdoor. Et donc, on parle dans le film, cette espèce de le vrai risque qui doit être regardé très objectivement, c'est qu'il y ait des hackers, qu'ils soient d'État ou privés, qu'ils soient chinois, américains ou français, qui viennent effectivement rentrer dans les logiciels de gestion et créer des éléments de perturbation de ce logiciel. Ça, c'est un risque qui, dans l'absolu, doit être considéré. Et il doit être géré par, évidemment, un État en souveraineté. Et d'une part, et deuxièmement, que le risque de dysfonctionnement de ce système soit garanti aussi par les fabricants. Alors Alain Wang, je me tourne à nouveau vers vous. Le risque de dysfonctionnement du système, est-ce qu'il est correctement géré, selon vous, aujourd'hui par Huawei ? Alors, ça c'est très difficile à dire. Je ne suis pas technicien, mais je suppose que de toute façon la Chine peut mettre en place ce genre de système pour contrôler nos données. Je veux dire, ils en ont tout à fait les capacités. Comme disait Jean-Marie Le Guen, la NSA le fait, pourquoi les Chinois ne le feraient pas ? Christian Cambon, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, moi j'ai envie de dire que dans cette affaire, il faut quand même faire preuve de lucidité. Les dangers, on les connaît, ça a été évoqué, Jean-Marie Le Guen l'évoque, les interlocuteurs le disent, toutes les grandes puissances multiplient les moyens et utilisent tout ce qui est le plus pointu en nouvelles technologies, et tout le monde sait très bien, moi j'en ai fait l'expérience en accompagnant le président de la République en Chine, on nous dit, vous laissez vos portables en France et vous vous achetez un portable à 20 €, et parce que sans ça, même éteint, même dans une délégation officielle d'État, vos portables seront vidés. C'est un fait. Moi non plus, je ne suis pas... Mais ça qu'on soit en Chine ou ailleurs ?
Non, en Chine, quand vous arrivez en moi, Chine. on me l'a fait aussi en Israël. Voilà, mais donc, je encore suis une fois, il y a... tout à fait supporter de la démocratie israélienne. C'est pour ça qu'il faut être lucide et se dire qu'effectivement, la Chine, dans le combat de titans qu'elle livre aux États-Unis et dans cette volonté d'être la première puissance du monde en 2049, elle utilise tous les moyens. Il se trouve qu'elle est en pointe en matière de très haute technologie et qu'elle utilise cette formule. J'allais presque dire, mais je pense qu'on va l'aborder dans le débat, c'est plutôt aux Européens qu'il faut se poser la question d'avoir autant de savoir et de compétences dans un continent comme le nôtre et d'être incapable d'avoir suscité la création d'un équivalent. Et qu'on soit systématiquement obligé de se tourner soit vers les Américains, soit vers les Chinois. Alors ça, on va en parler, je vous promets. Je voudrais justement qu'on termine de parler des États-Unis, parce que vous disiez, il faut être lucide, il faut être dupe de rien. Julien Nossetti, évidemment, dans cette histoire, ni les Américains ni les Chinois ne sont complètement neutres, ils ont chacun leurs intérêts. La crainte des Américains, en tout cas, vis-à-vis de Huawei, elle vient du fait qu'ils sont très en retard. Il y a le fait d'abord d'avoir pris conscience avec retard, d'être précisément en retard sur la 5G, d'avoir été leader sur la 4G, mais d'avoir raté le virage de la 5G. C'est pas un hasard si actuellement il y a des travaux en cours sur ce que sera la 6G du côté américain, mais le virage de la 5G a été manqué. Et deuxième crainte qui est plus symbolique, mais qui est très importante du côté américain, c'est une anxiété vis-à-vis de la perte du leadership technologique mondial. Les États-Unis qui sont leaders technologiques depuis des décennies, et qui aujourd'hui, en 2020, s'apprête à potentiellement à laisser cette place de leader technologique mondial. Dans le film, on nous dit 40% de baisse des téléphones Huawei à la suite des sanctions prises dans les pays concernés. Il y a les États-Unis, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande. Oui. Non, Huawei n'a jamais été très présent aux États-Unis. Parce que justement, il y avait déjà une certaine forme de méfiance. Quant au marché en tant que tel, il y a eu effectivement, sous la pression de cette campagne américaine, il y a eu une baisse qui aujourd'hui, apparemment, est à peu près compensée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Par les autres marchés. Enfin, compensée par le marché européen. Enfin, je parle du marché européen, je parle du seul marché où on peut voir le marché américain est faussé, le marché chinois l'est aussi en partie. Donc le marché où on peut voir quelque chose, c'est le marché européen. C'est simple. Du reste, ça ne s'apprécie pas simplement en termes de vente sur les marchés en question, mais les États-Unis ont pris une mesure qui vise à sanctionner toute entreprise qui fournirait par exemple des composants, des composants électroniques, ce qui frappe de fait tout un tas d'autres pays qui peuvent fournir des pièces essentielles à Huawei. Et en particulier les entreprises françaises comme STMicro. Un mot peut-être de Donald Trump qu'on voit beaucoup dans le film, Alain Wang. Si ça avait été un autre président, de toute façon le comportement de n'importe quel président aurait été le même, la volonté de sanctionner lourdement Huawei? Si vous parlez de comportement, je dirais qu'il aurait été un petit peu différent. Maintenant, sur la politique qui est menée, je pense que ce serait à peu près la même, parce que déjà, pendant la fin de la période d'Obama, il y a déjà des enquêtes qui sont menées contre Huawei et ZTE, dont on ne parle pas là, mais qui sont les deux grands. Et donc, ça avait déjà commencé à cette période. Et on sent très bien que dans le débat, dans la campagne américaine actuellement, que ce soit Joe Biden ou Trump, on se rejoint un petit peu sur la question de la Chine et sur le plan technologique et de la domination technologique. Enfin, la réalité de la politique américaine, c'est qu'elle est dans un combat vis-à-vis de la Chine. C'est son droit, ils font ce qu'ils veulent, si j'ose dire. Ce sont leurs intérêts, en tout cas. C'est ce qu'ils estiment être leurs intérêts. Voilà, exactement. Et ensuite, notamment vis-à-vis de Huawei. Le problème, il est là, c'est qu'à mon avis, les États-Unis font des pressions qui sont loin de l'ordre démocratique sur des États européens, parce qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Europe aujourd'hui de s'aligner sur la position américaine, sur cette technologie-là. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est posé dans le film. Il y a même un élu américain qui dit, bon, c'est un problème pour nous, Huawei, mais c'est aussi un problème pour vous, pour votre sécurité. Ce qui est un problème, c'est la manière dont les États-Unis font pression aujourd'hui sur un certain nombre de démocraties ou de pays européens plus généralement, pour qu'on s'aligne sur leur politique vis-à-vis de Huawei d'une part, vis-à-vis de la Chine d'autre part. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'analyse conjointe, la proposition, à quelle pression très concrète, politique,
qui touchent à vous êtes avec nous, vous êtes contre Ouais, c'est un peu ce nous, qu'il y a dans le film. etc. Donc des attitudes qui ne sont pas celles d'un allié, mais qui sont, on vous demande de vous aligner. Bien. Et cet alignement est déjà assez, comment dirais-je, dérangeant quand il est posé comme tel au plan politique, mais aussi, par bien des aspects, et si vous voulez, on peut peut-être rentrer dans cette discussion, il est contraire aux intérêts européens. Alors ça, on va rentrer évidemment dans la question des intérêts européens. Christian Cambon, sur ce point-là, vous vouliez ajouter quelque chose? Les pressions des États-Unis? Deux éléments. D'une part, il faut quand même partir du constat qui existe, à savoir que les États-Unis ont un déficit commercial avec la Chine de plus de 375 milliards de dollars, ce qui pose question, et même si ce n'était pas M. Trump, la question se posera ou se posera de toute façon à son successeur. Donc je crois que le combat de titan entre la Chine et les États-Unis sur la domination du commerce mondial repose sur des bases qui sont celles qu'elles sont, et on ne peut pas les nier. Ceci posé, pour rejoindre ce que dit Jean-Marie Le Guen, on sait que les États-Unis utilisent effectivement, grâce à un certain nombre de dispositifs législatifs, d'un certain nombre de sanctions qui frappent durement les entreprises, les banques par exemple, mais pas simplement vis-à-vis de la Chine. Regardez ce qui se passe vis-à-vis de l'Iran. Il n'y a plus aucune entreprise française qui peut travailler en Iran, parce que sans ça, elle ne peut plus travailler aux États-Unis. Et donc, ils utilisent la puissance du dollar, la puissance américaine d'une manière générale, pour essayer d'influer, alors qu'eux-mêmes ne s'appliquent pas les mêmes règles. Je pense notamment aux disciplines qui nous imposent vis-à-vis de la Russie et qui ne s'imposent pas eux-mêmes. Alors, on va parler encore une fois des intérêts européens. Il y a quand même une question qui a été effleurée tout à l'heure, qui est celle des valeurs, puisque ça a été dit. Et Alain Wang, je voudrais que vous prolongiez là-dessus. Évidemment, la démocratie américaine, ce n'est pas le régime chinois. Il y a dans tout problème de souveraineté des questions d'intérêt, mais il y a aussi des questions de valeurs. Est-ce que ça doit rentrer en ligne de compte quand on considère Huawei? À mon avis, oui. Pour moi, personnellement, oui. Parce que de toute façon, vu que les grands, c'est-à-dire les BATX-H chinois qui correspondent aux GAFA, travaillent directement, on va dire, par exemple, sur la répression dans le Xinjiang, au niveau de fourniture de matériel, de gestion des données, etc., ça pose quand même des problèmes profondément sur le plan démocratique. Maintenant, pour revenir à l'Europe, je dirais, nous avons quand même aussi des grandes entreprises en Europe, Nokia, Ericsson, qui auraient pu à un moment donné, je dirais, rentrer en compétition véritablement directe avec Huawei. Maintenant, je pense qu'il y a un problème en Europe, véritablement, de ne pas avoir constitué une majeure sur le plan de la 5G qu'on aurait pu faire précédemment. Alors, Julien Nossetti, je vous pose la question d'ailleurs que posait Christian Cambon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a raté pour ne pas être en mesure aujourd'hui d'avoir nos propres champions en Europe? C'est l'enjeu numérique en fait dans sa globalité. C'est une faible intégration industrielle. Ce sont des divisions traditionnelles au plan politique entre pays européens. Ce sont des faiblesses aussi de financement. Il y a une grande faiblesse du capital risque en Europe qui n'a jamais favorisé l'éclosion d'acteurs suffisamment critiques. Et ça a pénalisé. Enfin, ces trois facteurs, politiques, industriels et financiers, ont toujours entravé l'émergence d'acteurs européens suffisamment puissants pour aller s'exporter et être leaders sur leur marché respectif. Donc ça, ce sont peut-être trois principales, si vous voulez, faiblesses. Mais je lisais en préparant cette émission quand même que dans les infrastructures mobiles, alors c'est peut-être vrai pour la 4G, ça l'est peut-être pas pour la 5G, mais Ericsson représente aujourd'hui 27% et le finlandais Nokia 22%. Alors voilà, ces chiffres sont peut-être discutables, mais ils représentent quand même quelque chose. Ça veut dire que des entreprises, des groupes européens ne sont pas complètement à la rue, si vous me passez l'expression. Non, ils ne sont pas dépassés. Et c'est vrai qu'un des avantages comparatifs de Huawei, en comparaison d'Ericsson et Nokia, ça a été un formidable essor international porté par un accès privilégié au crédit chinois. Des prêts à taux zéro, etc. Et ça, Ericsson et Nokia n'en ont jamais bénéficié, d'où des tarifs relativement plus élevés en moyenne que se pratiquent par Huawei, notamment dans les marchés africains, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être aussi différenciant entre ces acteurs européens et Huawei. Après, il y a une grande différence également, c'est en matière de recherche et développement, de R&D, où le budget annuel de Huawei en matière de R&D est le double de celui de Nokia et Ericsson cumulés. Donc là, vous avez une vraie asymétrie en matière d'argent injecté pour l'innovation, qui n'est pas aujourd'hui en faveur des acteurs européens dont on parlait. Christian Cambon, puis je vous donne la parole après. Comment est-ce qu'on résout ce dilemme ?
aujourd'hui, Huawei, les Américains? C'est un dilemme qui est déjà très difficile à régler pour une raison déjà bien simple, c'est que nous vivons dans une époque de mondialisation. Donc, à supposer même que l'Europe ou la France se protège, supposer qu'un pays dise non à Huawei. Mais tout le monde voyage. Il suffit de partir au Maroc. Le Maroc a confié le développement de sa 5G à Huawei. Votre téléphone subira les mêmes assauts en arrivant pour une semaine de vacances au Maroc. Enfin, si déjà on peut se concentrer sur le territoire... voilà, à mon sens, il y a effectivement la bonne réflexion, c'est celle qui consiste à savoir si l'Europe est effectivement en mesure d'opposer un groupe industriel et scientifique qui arriverait à mettre au point une véritable réponse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. La question, elle est que les États-Unis, nous sommes de bannir Huawei de tous les Européens de nos équipements. Mais est-ce que nous allons accepter ce diktat? C'est ça la question. Parce que vous ne nous ferez pas croire que les Chinois sont des perdants de l'année non plus. Enfin, ils sont dans cette bataille. Non, mais vous nous dites les États-Unis, et vous parlez de diktat des Américains. C'est public ce que je vous dis là. C'est pas une impression que j'ai. Vous avez jamais vu les Chinois dire vous devez bannir Ericsson ou Nokia. En l'occurrence, ça serait d'autant plus ridicule que ce sont deux entreprises européennes. Ni pas plus qu'ils nous disent vous ne devez plus travailler avec Google ou avec Amazon. Donc la question est de savoir si nous devons accepter l'idée de bannir Huawei de nos équipements, ce qui serait une triple erreur de mon point de vue. Pourquoi ? D'une part, parce que notre marché français et européen a besoin, d'une part, de plusieurs fournisseurs. Donc là, on est dans le choix de 1, 2 ou 3 fournisseurs, ce qui est le cas de la France. Et c'est très bien que la France ait 3 fournisseurs et pas un seul fournisseur. Pour ne pas se mettre dans la main d'une... Voilà. De se mettre dans la main d'un autre, Ericsson étant le meilleur, Nokia étant très faible, demain, rien ne nous garantit, par exemple, qu'Ericsson ne sera pas acheté par un coup de bourse américain. Parce que la puissance financière, on le sait, elle est plutôt du côté américain. Donc... Premièrement, il faut une diversité. Deuxièmement, Huawei est un leader technologique. C'est-à-dire que nous devons confronter nos entreprises, parce qu'il y a tout un écosystème qui travaille autour d'un opérateur. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'entreprises qui soit fournissent, soit à son client, des applications qui sont de la 5G. Et c'est stratégique pour l'Europe d'être un leader mondial dans les applications autour de la 5G, sur la télémédecine, sur l'automobile autonome, sur l'ensemble des déplacements, sur l'agriculture. Il y a plein d'applications. Et le dernier point, c'est celui, effectivement, de ne pas accepter de se trouver dans un système où nous serions, à contrario, sous prétexte que nous devons bannir les entreprises chinoises, nous tomberions dans la domination américaine. Ça fait 3 raisons, me semble-t-il, qui font que, très sereinement, il faut appliquer des règles de souveraineté, Christian Cambon en parlera mieux que moi, qui existent dans notre pays, qui ont été celles rappelées par le président de la République et par la Commission européenne. Aujourd'hui, vous êtes Orange, vous êtes Free, vous ne pouvez pas acheter ce qui vous plaît en termes de technologie. Vous allez demander à l'État quel est le matériel dont vous avez besoin. Donc, il y a une régulation, et Huawei considère ça comme étant normal, accepte ce jeu. La question est de savoir si oui ou non on doit être banni. Et ça serait faire, à mon avis, un très mauvais choix pour l'Europe. Il n'en est pas question et pour la France. Pour l'instant. Alors, Christian Cambon. Je crois qu'effectivement, les deux périls, c'est l'attitude de pays qui d'ores et déjà se sont livrés pieds et poings liés à Huawei, ça aurait pu être du reste une autre entreprise, et ceux qui, à l'inverse, interdisent strictement, selon la volonté des États-Unis, la participation de Huawei. Moi, je pense que la position française, qui est assez différente de ce que fait l'Australie, de ce que fait la Nouvelle-Zélande, et qui consiste à dire, dans cette affaire de l'équipement de la 5G, actuellement il y a l'appel d'offres des opérateurs, qui marche du reste assez bien, il y a un organisme français qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, et qui va éditer en quelque sorte un cahier des charges, notamment sur les logiciels, pour voir si les équipements qui sont achetés par les opérateurs sont conformes aux intérêts nationaux, de la sécurité notamment, sécurité informatique, qu'il est nécessaire de préserver. Et pour l'instant, je précise d'ailleurs, l'ANSSI dit pas de bannissement, mais une autorisation... C'est pas l'ANSSI qui le dit, c'est le président de la République, c'est la Commission européenne, si vous voulez bien, parce que j'irai quand même pas. Justement,
que l'État profond, n'est-ce pas, viennent dicter ce qui est une position d'abord politique. On a demandé l'avis à l'ANSSI, voilà, et qu'il se trouve que Emmanuel Macron a pris une décision sur cet avis et que cet avis allait dans ce sens. Mais vous parlez de la Commission européenne, cette décision, elle ne peut pas se prendre seulement au niveau français, Christian Cambon. Non, c'est bien pour ça qu'à mon sens, il y a là de nouveau un chantier pour l'Union européenne, à savoir que ce cahier des charges, en quelque sorte, déjà, il pourrait être réalisé à l'échelle européenne. L'ensemble des pays européens pourraient dire, vis-à-vis de Huawei et de tout autre opérateur qui chercherait à dominer ce marché, qui est un marché, encore une fois, sensible à cause de la qualité du nombre de données. On l'a dit, santé publique, énergie, transport, entreprise, sécurité nationale, parce que moi, au titre de la défense, je vois aussi un certain nombre d'éléments sur ce sujet qui nous posent du reste problème, car la 5G va, par exemple, empêcher la mise en place des IMSI catchers tels que la loi sur la sécurité l'avait mis en place, parce que la technologie ne le permet plus. Voilà, parce que vous avez des enfin, c'est assez complexe. Oui, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, parce qu'effectivement... Non, mais la sécurité... Ce genre de détails explique tout simplement qu'on n'est pas là pour vous écouter avec la 5G. C'est juste ça ce que ça veut dire. Voilà. C'est très bien d'avoir traduit, merci beaucoup. Ce qui est important, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'aspects, on n'aura pas le temps de tout traiter, le temps tourne, mais il y a un aspect dans le film, moi, que j'aurais bien aimé aborder, c'est le fait que Huawei investit, on va dire sans complexe, dans les technologies qui peuvent aboutir à une société de surveillance, notamment on pense à la reconnaissance faciale, et ça, Alain Wang, on ne peut pas s'empêcher, quand on voit le film, d'être très inquiet sur ces questions de reconnaissance faciale. Je dirais que c'est plus global que ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un système, tout à l'heure je crois qu'on parlait du téléphone portable et des données qui étaient avalées par des systèmes dès qu'on rentre en Chine. Je pense qu'il y a tout un système, aujourd'hui un écosystème de surveillance qui est mis en place en Chine, dont fait partie le contrôle facial. Mais là, évidemment, on est sur l'obligation de toutes les entreprises étant en Chine, qu'elles soient étrangères ou chinoises, de donner leurs données au gouvernement chinois. Donc il n'y a pas du tout, je dirais, de protection des données sur ce plan-là. Alors il existe par rapport aux entreprises, un début de loi, etc., entre entreprises, mais pas du tout sur le plan, je dirais, de la gestion du gouvernement central, de l'ensemble des données de tout le monde, qui permet d'avoir un contrôle continuel de chaque individu. C'est-à-dire que, comme le dit M. Wang, quand on voit ce qui est déjà réalisé en Chine grâce au contrôle facial, c'est là où les dangers se posent et se profilent. Quand on sait que maintenant, sur chaque citoyen, il y a en quelque sorte une note qui est donné chaque jour ou en permanence. Si vous avez mal garé votre voiture, si un voisin s'est plaint du bruit que vous faisiez, etc., vous passez de la situation de bon citoyen à mauvais citoyen, ça peut aller jusqu'à la suppression de votre passeport. Oui. C'est ça, ouais. Ça, c'est la société social, de police. Et c'est celle-là qui fait peur, évidemment, aux Européens, parce qu'on se dit que si c'est ça le système qu'on nous propose pour les années suivantes, franchement, on n'en a vraiment pas envie. Et là-dessus, Julien Nossetti, on comprend là aussi, en voyant le film, que les technologies qui sont développées notamment par Huawei contribue à ce que les autorités chinoises... Il faut interdire la 5G alors. Non mais si c'est votre position... Non, c'est pas une position, c'est une question que j'avais posée à M. Nossetti. Non mais c'est ce que vous posez comme question. Si la 5G est porteur de ces technologies et de ces risques, il faut absolument l'interdire. Si vous pensez ça, il ne faut pas faire les choses à moitié. Il ne faut pas venir faire un procès à Huawei. Il faut dire interdirons la 5G. Là, au moins, ça sera clair. Là, c'est un autre débat. Là, je vous parlais du contrôle facial, notamment. Mais c'est encore autre chose. Le contrôle facial, il n'est pas prévu en France. Non, mais il existe. Mais si vous pensez que la technologie permet le contrôle facial ou justifie le contrôle facial, il faut aller jusqu'au bout. Mais là, si Parce vous permettez... que sinon, on ne parle pas des fantasmes, on va parler de la réalité. C'est qu'est-ce que peut faire la 5G. Mais là, le débat... Non, donc là, vous parlez de la Chine. Exactement. On parle du gouvernement chinois. Mais précisément, ma question ne s'adressait pas à vous, elle s'adressait à M. Nossetti. C'était pas l'émission à laquelle on a été conviés. Non, écoutez, l'émission allait ce qu'elle est, et je posais la question à M. Nossetti, savoir si ces technologies contribuaient à ce que les autorités chinoises contrôlent la population, voilà. Donc je vous pose la question, les reconnaissance faciale aujourd'hui sont partie intégrante des projets de ce qu'on appelle les safe cities, les villes sûres, villes intelligentes sûres, exportées par la Chine. Et ça, Huawei n'est pas la seule partie prenante. Vous avez d'autres mastodontes technologiques chinois, les Dahua Technologies, les Hikvision, qui ont des capitalisations boursières qui se chiffrent en milliards et milliards de dollars et qui exportent leurs safe cities en Europe de l'Est et dans d'autres régions du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui doit peut-être inviter à décentrer l'enjeu technologique chinois
du seul Huawei, parce que c'est vrai que ce qui a été fait depuis 2 ans, c'était une espèce comment dirais-je, d'effet miroir en fait devant nos yeux. Et on s'est focalisé sur cette entreprise alors qu'il y en a d'autres. Tout à fait. Tout à fait. Il y a d'autres acteurs chinois qui méritent aussi qu'on s'intéresse à eux. Vous avez entendu parler des GAFA quand même. Non, mais je voudrais juste savoir, parce que là, on est quand même dans un monde où vous nous attirez notre attention sur les risques de ce qui peut se passer comme ça se passe dans certaines régions de Chine, et vous avez sans doute raison sur le sujet. Mais nous, en Europe, nos données, elles sont largement utilisées par Amazon, par Google. Vous en avez entendu parler. Mais c'est très souvent abordé. Ah bon? C'est très souvent abordé. Non, parce que j'avais peur on peut dire que cette question est prise au sérieux par les autorités européennes notamment. Même le débat sur la reconnaissance faciale existe en France. Les grands aéroports internationaux se posent la question du contrôle aux frontières par ce système beaucoup plus rapide, beaucoup plus immédiat. Et donc, je pense que, encore une fois, il faut être lucide. Les dangers, ils existent parce que nous sommes tous globalement entrés dans cette société où la communication va encore plus vite quasiment que ce que nous pouvions imaginer. Et donc, en termes de liberté publique, dans une maison ici au Sénat où nous y sommes très attentifs, ça peut effectivement poser problème. Alors c'est sûr que Huawei a, j'allais dire, concentré sur lui un certain nombre de craintes parce que c'est un nom, une technologie, un savoir et une avance technologique. Mais croyez-moi, dans le reste du monde, il y a tout un tas de gens qui sont très intéressés par savoir qui vous êtes, ce que vous faites et comment, le cas échéant, un État ou une entreprise peut intervenir sur votre vie personnelle. Pour des raisons parfois politiques, parfois commerciales. Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On doit conclure ce débat qui était à la fois passionnant, passionné, qui nous montre à quel point Huawei est finalement emblématique d'un certain nombre de changements d'équilibre dans notre monde. Merci à tous les quatre. Je renvoie à l'un de vos livres, Alain Wang, Les Chinois, paru aux éditions Taillandier en 2016. Merci encore à chacun d'entre vous et à très bientôt sur Public Sénat.